Soyez les bienvenus dans cette salle pour qu'ensemble nous puissions donc échanger sur cette conférence qui a pour thème la conscientisation, un défi incontournable pour le développement du Burkina Faso. Alors, avant de commencer, donc, je tiens à remercier tous ceux qui sont présents ce soir parce que vous êtes déjà sur le processus de la conscientisation. Vous êtes déjà sur le processus de la conscientisation. Pourquoi? Parce que vous avez laissé vos activités. Aujourd'hui, c'est un samedi, c'est 15h dans la soirée. D'autres ont eu l'information, mais ils sont à la maison assis en train de boire du thé. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, il y a d'autres également qui ne font rien mais qui dorment. C'est ça. Ils sont toujours inconscients. Mais vous avez bien voulu être présent. Donc cela montre également votre engagement au changement. Donc, c'est ce que je dis, c'est déjà le point de départ. Prendre un peu de votre temps pour aller écouter des conférences. Ça arrive rarement, surtout dans la jeunesse actuelle, au Burkina Faso et en Afrique de façon générale. Rares sont les jeunes qui partent écouter des conférences. Ils sont rares. Mais par contre, si on avait dit qu'il y avait une cérémonie ici, et à la fin de la cérémonie, il y aura à manger, vous verrez que la salle va refuser du monde. Vrai ou faux? Voilà. La jeunesse africaine, et de façon générale, elle dort. Elle dort. Elle dort pendant que les autres jeunes, dans les autres pays, dans les autres continents, sont au travail. Ils sont au travail. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pris conscience de leur rôle dans la société. C'est pour cela, quand on dit, oh voilà, les gens disent, ouais, tel pays là, ils sont développés que nous, tel pays là, c'est ça. Mais est-ce que ce sont les animaux qui ont posé les bases de ce développement? Non, ce sont des êtres humains qui vivent là-bas. Tout comme ce sont les mêmes êtres humains qui sont ici. Ils ont un cerveau, ils ont aussi les 2 yeux, ils n'ont pas 4 yeux. Ils ont 2 bras, ils n'ont pas 4 bras. Donc, tout le processus va de la prise de conscience. Voilà pourquoi nous commençons donc nos activités par le thème conscientisation. Conscientisation. Aujourd'hui, c'est un défi capital pour un changement qualitatif de notre pays. C'est un combat que ensemble nous devons mener ce combat pour un Burkina meilleur. Parce que le Burkina de demain dépendra de ce que nous aurons décidé aujourd'hui. Et nous sommes le Burkina de demain. Donc, commençons donc par poser les bases. Et poser ces bases commence par une révolution des mentalités. Voilà donc ce que j'avais à dire de façon introductive. Alors maintenant, pour rentrer maintenant dans le but du sujet, on va commencer d'abord par une introduction, une brève introduction. À l'issue donc de cette introduction, nous allons revenir sur le concept de conscientisation et de développement, c'est-à-dire apporter donc une définition au mot conscientisation et développement. Et deuxièmement, faire le constat de la conscience actuelle dans notre pays, le Burkina Faso, le constat actuel du Burkina Faso. Et troisièmement, qui va concerner l'élément clé de cette conférence, quel peut être donc l'impact de cette conscientisation sur le développement du Burkina Faso, et terminer maintenant avec le grand 4, les perspectives et les attentes. Qu'est-ce que nous attendons ou que devons-nous faire? Et
éventuellement, nous allons achever le travail par une petite conclusion. Alors donc, en introduction, on peut tout simplement dire que depuis l'assassinat donc du capitaine Thomas Sankara, le 15 octobre 1997, le Burkina Faso, vous le constatez avec nous, se trouve, comme le disent certains, à la croisée des chemins. L'espoir né de la révolution donc de Sankara est en train de mourir. Cet espoir est en train de mourir. Le Burkina, qui les gens ont loué, ont chanté les vertus donc de ce pays et de ses citoyens, au temps de la révolution, devient de nos jours le berceau de tous les maux de la société. Le berceau de tous les maux. À tel point que beaucoup ont honte quand on dit qu'ils sont burkinabés. Par contre, au temps de la révolution, nous n'étions pas là, mais selon les livres de l'histoire, même il y avait des Européens qui étaient fiers pour qu'on dise qu'ils sont des Burkinabés. Pourquoi? Ceux qui n'étaient pas nés chez nous voulaient avoir la nationalité burkinabé. Ça veut dire que c'était bon. Pourquoi c'était bon? Parce qu'un travail a été fait. Mais malheureusement, depuis la fin tragique donc, du capitaine Sankara, nous sommes repartis en arrière. Nous sommes repartis à zéro. Et rien ne va plus. Alors, face à cette situation, il faut se poser la question, que faire? Que faire? Faut-il croiser les bras et observer? Faut-il fermer les yeux et les oreilles, faire semblant comme si on n'a rien vu, on n'a rien entendu? Faut-il dormir? Voilà autant d'interrogations. Et face à ces interrogations, nous, Mouvement Conscience Nouvelle, nous avons opté de ne pas dormir. Nous avons opté de ne pas fermer les yeux. Nous avons opté de ne pas faire semblant d'être des sourds-muets. Nous avons décidé, comme on le dit, battre le taureau par les cornes. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour jouer notre part de partition. Parce que nous voulons le Burkina Faso dont on nous a parlé dans l'histoire au temps de la révolution du capitaine Sankara. Et Sankara, en mourant, avait fait cette prophétie. Bien vrai, on va le tuer, mais demain naîtront des Sankaris. Nous voulons que cette jeunesse aujourd'hui puisse s'inspirer du combat du capitaine Sankara pour un Burkina meilleur. Aucune nation au monde ne s'est développée sans une philosophie. Prenez les Américains. Quand ils parlent, ils se basent sur le rêve de Martin Luther King, qu'ils considèrent comme des pionniers. Quand vous prenez la France, ils partent depuis Napoléon de Bonaparte jusqu'à Charles de Gaulle. Quand vous prenez l'Angleterre, on va également du combat de la reine Elisabeth jusqu'au roi actuel. Aucune nation au monde ne s'est développée sans une philosophie. Vous prenez la Chine, ils ont connu des leaders, Mao Zedong. Ils ont connu des gens, ces gens ne sont plus là, ils sont morts, c'est vrai, mais le peuple, les jeunes, ont poursuivi le combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde rêve de ce pays. Alors, nous également ici, nous avons connu un leader, c'était Sankara. Il est mort, mais nous ne devons pas le tuer deux fois. C'est-à-dire, tuer son idéologie. Nous devons propager son idéologie. Nous devons véhiculer son idéologie. Voilà donc
le combat du MCM. Alors donc, sur ce, nous allons partir sur le grand 1, la conscientisation. C'est quoi la conscientisation? Il faut dire que la conscientisation se définit comme un processus de prise de conscience face à une situation donnée. Nous étions dans un état et nous voyons que dans cet état dans lequel nous sommes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on commence à se poser des interrogations. On commence à se poser des questions. En commençant par se questionner, commence là le processus de conscientisation. Donc c'est une transformation d'une pensée négative à une pensée positive. Une transformation qualitative d'un état où ça n'allait pas vers un état positif. Et ce processus de transformation passe par une révolution de la mentalité, une révolution de nos pensées. Se dessaisir des pensées négatives comme les pessimistes pour les pensées positives. Face à une situation, on se pose la question, allons-nous rester comme ça? Non, il faudrait que nous avancions. C'est là la conscientisation. Donc, de façon résumée, c'est un processus de transformation qualitative d'une pensée négative vers une pensée positive. Voilà ce que je peux dire de façon bref, résumée sur donc la conscientisation. Alors, maintenant, développement. Alors, à ce niveau, il faut dire que le développement, il y a eu plusieurs débats sur la question du mot développement. Aujourd'hui, vous entendez parler dans l'histoire des pays développés, des pays sous-développés. Avant, on disait pays développés et pays pauvres. Ensuite, on est parti d'abord des pays du tiers-monde, ensuite PPTE, pays pauvres très endettés. On a enlevé endetté, on est venu pays pauvre. Après pays pauvre, on dit non, c'est pas bon. On dit pays en voie de développement. On dit non, ça c'est pas bon. Maintenant, on parle de pays émergents et pays développés. Et il reste toujours développé. Et les autres là, ça part de PPTE jusqu'à pays émergents. On n'est pas développé. Ça, c'est les Européens qui ont défini, les grandes nations qui ont défini le concept du développement. Donc pour eux, le développement se définit comme étant une croissance qualitative dans plusieurs domaines: économique, social, politique, administratif, religieuse, etc. Donc, est considéré comme pays développé les nations qui ont réalisé des progrès, des avancées considérables, c'est-à-dire qualitatives, dans plusieurs domaines, sur le plan des infrastructures, sur le plan du social. C'est l'ensemble de ces changements positifs qu'on appelle pays développés. Alors, mais aujourd'hui, le débat qui se pose, est-ce que ces pays qui ont construit des gratte-ciels, c'est-à-dire des maisons qui veulent toucher le ciel, qui ont des goudrons, qui ont des grands hôpitaux, des grandes écoles, mais qui socialement ne sont pas des exemples, est-ce qu'on peut les appeler pays développés? Est-ce que l'Afrique, qui avait sa civilisation, des maisons en case, des maisons en carreaux, notamment la ville de Tombouctou au temps de l'Empire du Mali, qui avait mis en place son propre système d'urbanisation où on construisait des maisons de bas niveau, on n'a pas besoin de l'étage, on peut dire que c'est un pays sous-développé. Donc, pour nous, le développement ici se traduit par une avancée qualitative sur le plan social, c'est-à-dire
une avancée où la population a de quoi se nourrir, où la population se respecte, où il n'y a pas écart entre riches et pauvres, une population dans laquelle, où le voisin est malade, on le rend visite, il a un problème, tout le quartier ou tout le village vole à son secours. Une population où nous retournons donc dans nos valeurs culturelles. C'est ça le développement pour nous. On n'a pas besoin d'avoir des grandes maisons, des étages pour se développer. C'est le respect, l'entraide, la considération. C'est ça le développement. Un pays où on a une justice sociale. Voilà ce que c'est que le développement que nous pouvons dire ici. Donc, nous allons avancer au point suivant sur le constat actuel au Burkina Faso. Alors, quel constat faisons-nous actuellement de notre pays sur le plan de la conscience? Il faut dire que actuellement, au Burkina Faso, le constat est amer. Le constat est amer. Il est amer, pourquoi? Parce que, comme le disent plusieurs personnes, la morale s'agonise. Je pense que cette expression est du médecin commandant Arsène Bogné-Sanguier, qui a dirigé donc la commission de la rédaction de la Constitution que nous utilisons actuellement en 1991. C'est lui-même, en tant que Burkinabé de la haute société, qui a reconnu que ça ne va pas. Et aujourd'hui, depuis donc Norbert Zongo jusqu'à Laurent Gbagbo, et avec plusieurs leaders politiques que nous avons, tous prédisent l'enfer pour le Burkina Faso. Et Norbert Zongo, paix à son âme, l'a dit en 1998 avant de mourir. Tout ce qu'il a prédit se réalise aujourd'hui. Il a dit, un moment viendra où les Burkinabés seront réfugiés dans leur propre pays. En 1998. Nous sommes en 2020. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé. Nous sommes des réfugiés dans notre propre pays. Nous demandons à manger dans notre propre pays. Nous demandons des lieux pour dormir. Nous fuyons nos villages. Pourquoi? Parce que il a manqué de la conscience. Il a manqué de la conscience. Les gens n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle était notre pays. On a continué dans cette mauvaise conscience et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, donc, à ce niveau, il faut dire que l'intégrité, tant chantée sous la révolution de Thomas Sankara, n'existe plus dans notre pays. Il faut avoir le courage de le dire. Nous ne sommes plus des Burkinabés intègres. Comme le disait Laurent Gbagbo, c'était le voltaïque qui était intègre. Mais le Burkinabé n'est plus intègre. Alors, il a raison. Parce que depuis l'assassinat de Thomas Sankara, ceux qui sont actuellement au pouvoir sont tous de la même génération que Thomas Sankara. C'est eux qui nous dirigent aujourd'hui. Et regardez dans les discours, tout le monde ne chante que Thomas Sankara. Mais dans la pratique, dans le comportement, c'est le contraire de Thomas Sankara. Il tue encore Thomas Sankara en utilisant son nom. Quand on fait un discours, on dit voilà les sankaristes. Mais le lendemain, on pose des actes qui vont en contradiction avec la philosophie de Thomas
de Thomas Sankara. Et on se réclame intègre. On n'est plus intègre. Et je vais prendre quelques secteurs pour démontrer à quel point le mal est profond. D'abord, l'incivisme. L'incivisme. Aujourd'hui, tout le monde en parle. L'incivisme. En milieu scolaire, l'incivisme. Dans la circulation, l'incivisme. Dans la gestion du pouvoir politique. Et cet incivisme s'est généralisé dans tous les secteurs d'activité de notre pays. En commençant par le sommet de l'État. Et quand on prend aujourd'hui, au niveau de l'État, un président qui se soucie peu de son peuple, avec des politiques qui ne prennent pas en compte les aspirations du peuple, ou même on vous dit qu'à la présidence, pour voir le président, il faut payer. Il n'y a pas ce jour-là où un journal ne révèle pas qu'il y a eu détournement ici. Cet incivisme se traduit par une corruption généralisée dans tous les secteurs. Et un pays qui bat le record du taux de corruption généralisé ne pourra jamais poser les bases du développement. Et vous faites le constat vous-même. On appelle aujourd'hui des infrastructures biodégradables. C'est quoi les infrastructures biodégradables? C'est des infrastructures qu'on construit. On va envoyer des experts qui vont venir vérifier, dire voilà c'est bien, félicitations, vous avez fait un bon boulot. Voilà, ça c'est bien. Et le maître nature, la pluie ou le vent, viendra tester effectivement la qualité de ces infrastructures. Première pluie, bras. C'est tombé. C'est ça biodégradable. Et aujourd'hui, ce phénomène s'est généralisé dans tous les secteurs. On construit des écoles, avant même la rentrée, l'école est tombée. Ou ça, c'est le toit qui est parti. On construit un pont, avant l'inauguration du pont, l'eau l'a emporté. On construit un hôpital, on n'a même pas encore envoyé un malade là-bas, il est tombé. Où ça, les matériels sont où allons-nous? Au fur et à mesure qu'on avance, ce phénomène s'aggrave. Ce qui finit par instaurer une mauvaise conscience chez le Burkinabé qui trouve que aujourd'hui, le seul moyen pour s'enrichir, c'est de voler, c'est de détourner. Le seul moyen pour s'enrichir. Il préfère le chemin le plus court. Il ne veut plus travailler à la sueur de son front pour se nourrir. On le nomme à un petit poste. Tout ce qu'il sait faire, c'est d'attendre qu'on envoie l'argent et il va prendre et puis partir. Et aujourd'hui, les gens ont tiré le leçon. Il ne faut pas voler petit. Il faut voler beaucoup maintenant. Si tu voles beaucoup, de toutes les façons, on va t'arrêter. Ça, c'est vrai. C'est ça, non? Si tu n'as pas pu fuir, on va t'arrêter. Et si on t'arrête, comme la corruption s'est généralisée dans tous les secteurs, on se retrouve avec un système judiciaire à deux vitesses. Une justice rapide pour les voleurs de poulets, de moutons. Dès qu'on l'attrape, le lendemain, il est jugé, on tape le marteau, on dit voilà, condamné pour 5 ans de prison. Ferme. Et une justice à pas de caméléon pour ceux qui volent beaucoup. Mais quand on va à l'information, on dit non, le dossier sous son cours, patienter le dossier sous son cours, ça avance. Pendant ce temps, le monsieur tourne chez lui à la maison. Au finish, ceux qui poursuivent le monsieur finissent par être découragés, par être déçus, et ils abandonnent. C'est ce qui a entraîné la naissance donc des structures d'autodéfense comme les Kologoro, où là-bas la justice est claire, c'est net.
Alors, j'ai participé les vacances passées à un séminaire où il y avait les Kolowo qui portaient sur eux. Et le chef des Kolowo a dit qu'il y avait les Kolowo et il y avait la justice classique. C'était à Léo, le chef des Kolowo représenté par le chef de Léo lui-même, et la justice représentée par le président du tribunal de grande instance de Léo. Et il a dit, la justice classique a expliqué comment ils fonctionnent. Parce qu'ils ont dit que chez eux, dans leur tête, quand il s'agit d'une grande personnalité, c'est-à-dire d'un gourou, de quelqu'un qui a les moyens, il y a une procédure atténuante pour lui. Parce que compte tenu de sa personnalité là, on ne doit pas le considérer comme les autres. Voilà pourquoi chez eux là, quand ça arrive, voilà, il prend tout le temps. Mais quand c'est un citoyen comme moi, bon, lui, dans rien, rapidement, bon, on le jette en prison. Mais quand il s'agit d'une personnalité, voilà, il faut prendre compte de tous les paramètres, voilà, avant de décider. Voilà pourquoi, souvent, il y a certains dossiers où c'est lent, où la population trouve que c'est lent, que c'est pas parce que c'est lent, c'est la procédure comme ça. Alors, les Kolowo ont dit, voilà, c'est ça qui n'existe pas chez eux. Parce que chez eux, il ne fait pas de différence entre personnalité et non-personnalité. Un voleur est un voleur. Et quand eux, ils attrapent, quel que soit ton rang social là, c'est la même justice. Ce sont les mêmes procédures, Et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens font plus confiance à cette structure d'autodéfense là qu'à notre système judiciaire classique. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus confiance à la justice. Et on n'a pas confiance à la justice, c'est quoi? À cause de la corruption. Et il y a certains qui disent, quand il y a un problème avec un riche, et si le problème n'est pas en justice, mieux vaut ne pas aller. Il faut préférer le règlement à l'amiable, que parce que malgré ta raison, tu n'auras pas raison à justice. Alors, donc, cet incivisme s'est généralisé dans tous les secteurs. Dans le système éducatif, au niveau de la population, en circulation, les gens ne respectent plus les symboles de l'État. La population elle-même fait ce qu'elle veut. Vous voyez, les forces de l'ordre ne sont plus respectées, les feux tricolores ne sont pas respectés. Quand on voit un feu rouge, pour s'arrêter, il faut attendre qu'un policier soit à côté. Quand on voit qu'il y a un policier, c'est là où on s'arrête. Quand il n'y a pas de policier, on continue. Lorsque les gens sont en grève, on casse les feux rouges, on casse le drapeau, tout ça s'est généralisé. Et aujourd'hui, la meilleure des manières pour vous faire entendre, c'est de brûler, c'est de casser. Donc, à ce niveau, rien ne va plus. Le deuxième facteur, au niveau donc des services, le laxisme dans les services. Les travailleurs de l'État qui sont censés être les guides, ceux-mêmes qui sont censés de conduire cette masse analphabète qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, de comprendre beaucoup de choses, c'est cette même classe-là qui devient le bourreau de la majorité. Regardez aujourd'hui, dans tous les services, publics comme privés, privé ça va encore mieux si le directeur a une main de fer. Parce que là-bas, c'est du concret. Si tu es en retard, on va te dire, bon, écoute, tu es venu en retard, à partir de tel, le boulot c'est à 7h, tu viens à 7h15, bon, considère que de 7h15 à 8h là, tu ne seras pas payé. On va commencer à te payer à partir de la deuxième heure. Avec ces différentes méthodes là, les gens du privé quand même se mettent plus au sérieux. Mais quand on prend dans le public, c'est le contraire. On dit à l'enseignant, le cours commence à 7h, il vient à 7h30. Et personne ne doit lui demander pourquoi tu es venu il va te demander, c'est le champ de ton papa. L'infirmier qui est là pour soigner, il demande, bon, écoute, il faut donner l'argent, on va payer des produits, sinon tu vas rester là-bas.
Des malades meurent sur les lits des hôpitaux. L'argent de l'État va dans la poche des individus que dans les caisses du trésor. L'agent policier, il sort, au lieu de jouer le rôle de régulateur de circulation, c'est lui qui se positionne dans un angle mort, ou soit derrière un arbre pour encourager les gens à brûler le feu, et lui il va attraper maintenant et dire voilà, faut payer comme ça. Ta contravention, ça fait 6 000. Mais bon, si tu n'as pas les 6 000, tu peux donner ce que tu as. Il prend, il met dans l'arrière-poche. Les agents d'impôt, on leur dit d'aller prélever l'impôt chez le boutiquier, il arrive chez le commerçant et dit ah, faut tirer à Woram Kwe. Donc, faut donne un peu. Il met dans sa poche. Chacun travaille maintenant à mettre dans sa poche. À ce stade-là, où allons-nous? Il faut se poser la question. Où allons-nous? Ce laxisme s'est généralisé dans tous les secteurs du développement. Malheureusement, aucune mesure, aucune sanction. Et nous continuons seulement. Et nos enfants qui grandissent dans ce même climat. Paresse généralisée. Vous donnez l'exercice à des élèves, il prend, il met dans son cahier, il part s'asseoir à il attend au prochain cours, le professeur va corriger et puis il va prendre la correction. Allez faire l'exercice là, c'est pas son problème. Tu vas demander à des gens d'apprendre leurs leçons, c'est comme si tu les avais demandé la mère. La paresse. La facilité. Aujourd'hui, moi je suis ancien et dans le système dans notre système éducatif, ce qui se traduit, c'est les tricheries. Et avec les téléphones Android maintenant, les élèves photographient maintenant les cours et ils mettent le téléphone dans sa poche. Il arrive pendant qu'on donne le devoir, il demande autorisation pour aller dans les toilettes, il part, il fait sortir maintenant les photos, il faufile la partie du chapitre ou de la leçon là, il lit, puis il revient, il écrit et puis il sort. Partisan du moyen effort. On arrive à l'examen où les mesures coercitives existent contre la tricherie, il a échoué. Tout le monde est étonné. On dit, mais pourtant il était bien en classe, hein? C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Pourtant il était bien en classe. Malheureusement, il trichait. Alors, autre point de constat, et qui est grave, c'est la perversité. La perversité. Et dans le document donc, du docteur Ouedraogo, le rêve burkinabé, au chapitre 2, il a pris le temps de faire le diagnostic de la morale actuelle dans notre pays. Et en ce qui concerne la perversité, vous constatez avec moi que la morale a foutu son camp dans notre pays. Et cette morale est liée donc aux médias. Les médias, les nouveaux outils de télécommunication, c'est quoi on appelle les NTIC, nouvelles technologies. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la société, l'éducation qu'on donne à nos enfants, ce n'est plus une éducation africaine, mais une éducation calquée de l'Occident. Vous regardez la télévision à la maison. Qu'est-ce qui est plus fréquent dans nos télévisions? C'est les feuilletons de l'Inde, du Brésil, du Mexique, voilà, où les valeurs morales qui sont véhiculées dans ce feuilleton-là, c'est la sexualité, comment faire l'amour, voilà, comment tromper, comment on appelle ça, ta femme ou bien comment tromper ton mari, c'est l'infidélité généralisée, c'est les bijoux, voilà, il n'y a aucune valeur morale qui va avec les valeurs africaines. C'est le contraire. Mais chez eux en Europe, ce n'est pas interdit.
On voit des parents qui font l'amour devant leurs enfants, ils regardent. Chez eux, ce n'est rien. Est-ce que chez nous, c'est possible? Mais c'est un tabou. On ne parle pas de la sexualité. Mais aujourd'hui, avec ces canaux, la sexualité, c'est devenu un jeu d'enfant. Devenu un jeu d'enfant. Et il y a même des sites gratuits en ligne où vous pouvez aller regarder. Et ce qui est pire, même notre télévision nationale, la RTB, véhicule aussi ces informations, véhicule aussi ces valeurs. Et avec le docteur, on a animé un thème à la radio R&D où nous avons dit, au niveau des autres télévisions, il n'y a pas de problème. Là-bas, les gens cherchent l'argent. Mais notre télévision nationale, si on va mettre ces feuilletons, qu'on les mette à des heures tardives, c'est-à-dire à 23h ou à 01, maintenant celui qui veut regarder, qui garde son sommeil pour suivre ça de 01 jusqu'à 3h du matin, on coupe 4h, on reprend avec nous nos valeurs. Là, il n'y a pas de problème. Mais je pense que le Conseil supérieur de la communication CSC a entendu et ils ont voulu prendre des mesures pour limiter, interdire certains feuilletons à la télévision, à la RTB. Ben, j'étais étonné de voir le directeur de la RTB s'opposer. Vous voyez comment le mal est profond. Que si on ne met plus ça, les gens ne vont plus regarder la RTB. Alors qu'ils ne regardent pas. Qui ne regarde pas. Nous, notre RTB n'est pas là pour plaire aux gens. C'est une télévision nationale qui est là pour véhiculer les valeurs du Burkina Faso. Ce que les gens nous imposent, c'est leurs valeurs. Et peut-être vous verrez que ça ne passe pas dans les télévisions nationales. Les privés, là, il n'y a pas de problème, ils cherchent leur argent. Mais là aussi également, lorsque cela n'est pas à commodité avec nos valeurs, il faut interdire. Donc la perversité s'est généralisée aujourd'hui dans tous nos secteurs. Ce qui entraîne le taux élevé des divorces au niveau des mariages. L'infidélité généralisée. Et aujourd'hui, on parle de l'homosexualité, qui aujourd'hui plusieurs pays, même en Afrique, sont en train de légaliser. En ce moment, l'homme se retrouve à un stade où l'animal devient supérieur à lui. Nous avons nos valeurs, nous devons les véhiculer. Et il n'y a pas longtemps, il y avait en 2018, lorsque le Burkina Faso a renoué les relations diplomatiques avec la Chine populaire, vous avez vu, on a tellement accordé trop d'avantages à la Chine populaire parce que nous sommes un petit pays qui allait négocier avec un géant. Et dans les négociations, ce géant impose ses objectifs, ses points de vue et ses décisions. À tel point que, en un rien de temps, le marché de Burkina Faso a été inondé par des poupées sexuelles. Ces femmes qui manquent au Burkina Faso, pour qu'elles n'ont pas payé une poupée sexuelle, ou bien pour qu'une femme n'ait pas payé une poupée sexuelle. Comment pouvez-vous croire que nous pouvons, Burkinabé, l'homme intègre, peut arriver à ce stade? Cela est lié à une mauvaise conscience. Cela est lié à une mauvaise mentalité. Cela est dû au fait que nous voulons ressembler à l'autre. Nous n'avons pas besoin de ressembler à l'autre. Les Chinois fabriquent des poupées sexuelles parce que chez eux, il y a manque de filles. Il y a moins de femmes que d'hommes. Parce qu'à un moment donné, ils ont instauré une politique de l'enfant unique. Et tous les couples ont travaillé à ce que leur enfant unique soit un garçon. Aujourd'hui, ils payent le prix de leur politique de l'enfant unique parce que la population est plus masculine que féminine. Pour compenser ce manque-là, ceux qui n'arrivent pas à trouver des femmes, on les compense avec des poupées. Et chez nous, on a une population où les femmes dépassent les hommes et on se met à payer des poupées. Vous voyez à quel point la perversité s'est ancrée dans notre culture. Cela est lié à une mauvaise mentalité, une mauvaise
conscience. Et en plus donc de cet aspect, je vais aller rapidement il y a plusieurs autres domaines où ça ne va pas. Quand vous prenez, faites le diagnostic. Asseyez-vous à la maison et prenez le Burkina Faso, déposez comme une dissertation et vous essayez de traiter sous forme de dissertation. Vous allez faire un diagnostic. C'est comme un malade qu'on envoie à l'hôpital et l'infirmier, l'agent, le médecin fait le diagnostic du malade. Il faut faire le diagnostic de notre pays et vous verrez que le mal est profond, que la situation est plus grave. Prenez aujourd'hui, donnez-moi un secteur où ça va. Donnez-moi un secteur, un exemple de secteur où on doit dire au moins dans ce secteur-là, bon, c'est bon, là c'est bon, applaudissez. Qui? Je demande s'il y a quelqu'un qui peut me donner un secteur au Burkina Faso actuellement où on va dire, bon, dans ce secteur-là au moins, non, il faut applaudir, ça va. Vous voyez, ça veut dire que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Parce que ça ne va pas. Pour terminer sur ce point, je vais aller au niveau de la classe politique, les leaders politiques. Ceux qui se réclament de la génération de Thomas Sankara. Nous n'avons pas connu Sankara. Sankara est mort et moi je suis venu au monde un an après. Mais à travers le message, ce que Sankara a laissé comme héritage, nous avons su qui était l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'ancien président Jean-Baptiste qui a fait son livre sur ma part de vérité pour dire Sankara n'était ni ange ni démon. L'image qu'on véhicule de Sankara est fausse. Mais bon, c'est sa part de vérité. Nous aussi, nous avons notre part de vérité. Parce que lui, il ne pourra pas dire mieux et nous n'entendons pas mieux que ce qu'il a dit. Parce que c'est lui qui a perdu le pouvoir. Et au temps où il était président sous l'ombre de son premier ministre qui était Sankara. Sankara avait plus de personnalité que lui et il n'a jamais apprécié Sankara. Donc c'est pas 37 ans après la mort de Sankara qui va l'aimer dans sa tombe. Mais la sagesse l'aurait recommandé à se taire, à mourir avec sa part de vérité, que de venir encore publier cet ouvrage pour encore se ridiculiser, parce que depuis sa tombe, Sankara a encore triomphé. Parce que tous ceux que je connais, personne n'a fait une critique positive de son document. Ils l'ont tous encore ridiculisé. Donc Sankara, dans sa tombe, a encore remporté une victoire sur la classe politique actuelle. Aujourd'hui, les politiciens ont fait du Burkina Faso un enfer. Ça, il faut le dire. Qu'il soit de la majorité présidentielle ou qu'il soit de l'opposition. Ils n'ont rien compris de la politique. Ils n'ont rien compris de la politique. Et regardez l'état du pays actuel sur le plan sécuritaire, où il n'y a pas ce jour-là, on ne va pas ouvrir la télé pour dire qu'il n'y a pas eu de mort ici. Tout ça parce que la classe politique est divisée. Aux dirigeants, ceux qui ont la clé de la gouvernance, ne travaillent pas à apaiser le climat social. Ce sont des discours provocateurs. Ce sont des paroles de division. On appelle à une réconciliation, mais sur le bout des lèvres. Lorsqu'on, en termes d'actes posés, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Et ce comportement de guerre a amené aussi les opposants à se radicaliser.
Lorsque moi j'écoute certains opposants qui disent qu'il faudrait que nous arrivions au pouvoir pour qu'on arrive à résoudre le problème sécuritaire actuel, que tant que nous ne prenons pas le pouvoir, on ne peut pas résoudre le problème actuel. Ces gens-là sont fiers de voir mourir des innocents, de voir des femmes tuées, de voir des hommes égorgés, pour qu'ils puissent arriver au pouvoir. Alors quand on va tuer toute la population, c'est qui vous allez venir gouverner? La classe politique aujourd'hui a échoué, qu'elle soit de l'opposition ou qu'elle soit de la majorité. Quand on est opposé, il ne faudrait pas attendre, prendre le pouvoir avant de commencer à travailler. Travaille, et c'est le résultat de ton travail qui t'amènera au pouvoir. Regardez dans les grands pays. Aux États-Unis, on ne participe pas comme ça au hasard au pouvoir. Ce sont tes actes, ce que tu as eu à faire comme travail, c'est en fonction de ça que la population va te juger. Mais chez nous, on a des opposants qui ont les moyens de construire des écoles, qui ont les moyens de construire des hôpitaux, qui ont les moyens de construire des routes. Mais ils se disent, je ne suis pas au pouvoir, c'est le rôle de l'État. L'État, c'est qui? C'est nous tous. Cela est lié à une mauvaise conscience. Si j'ai le moyen de construire un hôpital dans mon village, je ne veux pas attendre l'État. Parce que l'hôpital, ce n'est pas l'État. C'est pour tout le monde. Je construis l'hôpital. Si j'ai le moyen de faire une route qui part dans tel village, qui va permettre de désenclaver la région, alors je peux le faire. C'est l'ensemble des résultats de ces actes-là qui t'amènera un jour au pouvoir. Voilà le problème de nos oppositions. On est opposant, on a su, on attend. À l'approche des élections, chacun prépare ses dossiers, il s'en va déposer, et puis voilà, on dit, voilà, on partage l'argent, il prend ses millions, il enlève un peu, 10 millions, 5 millions, bas campagne, le reste. C'est comme si la politique est devenue un lieu de commerce dans notre pays. Donc, la classe politique actuelle, il faut le dire, cette génération a échoué. Elle a échoué, c'est pour cela le Burkina Faso est dans cette situation. Si, après la mort de Thomas Sankara, ceux qui nous dirigent avaient continué l'œuvre et le combat, la philosophie de Thomas Sankara, je pense qu'aujourd'hui, même des Européens allaient prendre la nationalité burkinabé et demander à venir résider au Burkina Faso. Si Sankara, en 4 ans, a pu sortir le Burkina Faso d'un trou pour le positionner sur la carte du monde, pourquoi, depuis 1987 jusqu'à nos jours, nous sommes incapables de le faire? Pourquoi? Mauvaise mentalité, manque de volonté, mauvaise conscience. Et il est temps que nous prenions conscience de cette situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour aller sur le 3e point. Quel peut être donc l'impact de la conscientisation dans le processus du développement? À ce niveau, il faut dire que nous allons aller étape par étape. D'abord, l'impact de la conscientisation sur le développement personnel. Quand on parle de développement, il ne faut pas attendre la construction des routes, des hôpitaux, non, le développement personnel, intellectuel, individuellement. Qu'est-ce que moi, en tant que moi, monsieur Bazier, je gagne? Qu'est-ce que je gagnerais si dès maintenant, je prends conscience? Qu'est-ce que je gagne? C'est ça, le développement personnel. À ce niveau, il faut dire que un homme, un individu qui prend conscience devient une machine insaisissable. Il devient une puissance pour lui-même.
et dans ses activités. Vous n'allez pas réussir une activité tant que vous ne prenez pas conscience. Vous n'allez pas réussir votre vie tant que vous ne prenez pas conscience. Pourquoi? Parce que la conscience est le moteur de l'individu. Si ce moteur est en panne, alors il n'y a pas de démarrage. C'est comme le moteur d'un véhicule. Lorsque le moteur est en panne, quel qu'en soit le carburant, le nombre de litres que vous allez mettre dans ce moteur, il ne va jamais démarrer. Il faut d'abord réparer le moteur. C'est là l'impact de la conscience sur l'individu. Quand on a une mauvaise conscience, quel qu'en soit ce que nous allons faire, aucun résultat. Il n'y aura pas de résultat. Donc, la conscientisation, au plan personnel, cette prise de conscience permet à l'individu lui-même de se développer, de se libérer, de dégager le génie créateur qui est en lui. Comme le disent les gens, libérer ce géant qui dort en lui. L'homme n'est pas fait pour échouer. Non, Dieu n'a jamais créé l'homme pour lui coller un échec. Ça n'existe pas. Dieu a créé tout un chacun en lui dotant de talent. Et ce talent-là dort en lui, c'est ce qu'on appelle le géant. C'est à cet individu maintenant de prendre conscience pour libérer ce talent qui est en lui, le propulser et être ce qu'il désire être. On est notre propre responsable de notre destin. Chacun est maître de son destin. Chacun est maître de son destin. Maintenant, si je veux que ma vie soit une maison en banco, alors tu dormiras dans une maison en banco. Si je veux que ma vie soit une maison en étage, 15 niveaux, 10 niveaux, alors je dormirai dans une maison de 15 étages. Vous voyez, Bukungu et Boumaf, qui est en train de construire un immeuble de 15 étages à Ouagadougou. Qui aurait cru qu'au Burkina Faso, un Burkinabé allait construire un immeuble de 15 étages? Mais Boubou a dit oui, moi je le ferai. Et il le fait. Chacun est responsable de son destin. Tant que vous n'enlevez pas en vous cette mauvaise conscience, cet esprit d'échec, comme les pessimistes, qui voient dans toutes choses, même des opportunités, lui il voit échec là-bas. Tant que vous ne vous dessaisissez pas de cette peur, il faut vous libérer de la peur. Il faut croire en vos capacités de transformer d'abord votre vie et de transformer également votre entourage. La transformation de votre vie va se répercuter sur votre entourage. Voilà l'impact de la conscientisation pour le développement personnel. Et cette prise de conscience individuelle produit des résultats collectifs. Si dès ici, à partir de ce soir, tous ceux qui sont ici, chacun dit, cette année-là, l'activité que moi je fais, je dois réussir dans ça. Si je suis dans telle classe, je dois être dans l'autre classe l'année prochaine. Si chacun se donne pour mission, vous verrez que le travail individuel de tout un chacun aboutira à un résultat collectif. J'ai des élèves qui sont ici, des étudiants que j'ai tenus, ils ont été mes élèves en terminale, je crois bien que c'était la promotion 2017, c'est ça, 2017, où dans la classe, il y avait 63 élèves qui vont au-delà du taux normal. L'État a demandé 60. Mais nous, on était à 63, en terminale A4. Et à chaque fois, je leur disais, écoutez, si vous voulez réussir ensemble, si vous voulez évoluer toujours ensemble, il faut que chacun se mette au travail derrière maintenant. Parce que c'est le travail. Quand on voit les gens qui ont réussi, on dit c'est 100% là. Ce n'est pas un miracle. Hein. C'est un effort personnel. C'est un travail individuel. Chacun à la maison se concentre et il se met à bosser. Lui, il se concentre et il se met à bosser. Et le résultat là aboutit à un travail collectif. Si vous voulez évoluer ensemble,
Commencez chacun par travailler. Mais au départ, la classe était difficile à gérer. Parce que c'était deux classes ennemies qui ont évolué, deux classes premières, seconde A, 4S, seconde A2. Et les deux classes s'affrontaient dans les différentes compétitions sportives. Malheureusement, en terminale, j'étais obligé de les mettre à chambre. Difficile en termes de cohabitation. Et à un moment donné, bon, on était au premier trimestre, il y avait zéro personne, zéro admis. Personne n'avait 10 de moyenne. À cause de l'erreur querelle. Et je les ai dit, au deuxième trimestre, quand nous sommes venus, nous étions obligés d'adopter des méthodes pas du tout catholiques, comme on le dit, pour les amener à travail et à mettre fin. C'est-à-dire délocaliser leur conflit là sur le plan du travail. On les a dit, vous devez montrer, si vous êtes contre l'un contre l'autre, cela doit se traduire par votre travail. Si toi tu as eu 8 dans le devoir, lui il a 4, eh bien, donc tu l'as battu. Donc il faut délocaliser le conflit là sur le plan du travail. Et vous verrez qu'à la fin d'année, vous irez tous à l'université. Alors celui qui va échouer là, c'est lui qui aura perdu. Et ils ont écouté. Beaucoup ont écouté. Au résultat final, on avait 57 admis sur 63 là. 57 admis sur 63. Il y avait seulement 6 personnes qui ont échoué. Et aujourd'hui, beaucoup de ces élèves, ils continuent d'évoluer toujours ensemble. C'est ça, l'effort individuel. Donc, la prise de conscience individuelle produit un résultat collectif. Mais tant qu'il n'y a pas de prise de conscience individuelle, c'est difficile. Voilà pourquoi notre mouvement a pour slogan « Changeons le monde ». Changer le monde, ça veut dire quoi? Si moi je change, lui il change, alors nous avons changé. Donc, mais si moi je change, lui il refuse de changer, alors il n'y aura pas un travail collectif. Donc, chacun doit être acteur. À partir de maintenant, je dois prendre conscience, surtout une bonne conscience, de ma mission sur la terre. Dieu m'a envoyé sur la terre, c'est pourquoi, quelle est la mission qu'il m'a confiée? Alors, je dois m'engager dès maintenant à accomplir cette mission. Je ne suis pas fait pour échouer. L'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Ça dépend de l'énergie et de l'effort que vous mobilisez. Quand on voit des équipes qui jouent au ballon, l'autre a perdu, ça veut dire quoi? L'autre s'est plus battu que l'autre. L'autre équipe a dégagé plus d'énergie que l'autre. Donc c'est l'effort qui détermine le degré de votre réussite. Voilà l'impact de la conscientisation au plan pour le développement personnel. Et dès ce soir, vous devez faire de cela votre levier. Vous devez faire de cela votre bataille. Alors, ensuite, quel peut être l'impact de la conscientisation pour l'individu dans son service, surtout pour les travailleurs? Aujourd'hui, dans tous les secteurs, ça ne va pas. Un homme conscient est quelqu'un qui travaille, qui rend service avec loyauté, avec intégrité. C'est quelqu'un qui est assidu au travail. C'est quelqu'un qui se donne dans son travail. Et c'est quelqu'un qu'on cite comme un exemple dans son travail. Vous convenez avec moi que quand vous partez dans les services, il y a au moins, vous allez au moins retenir un nom. Que ce soit dans l'enseignement, on va dire, voilà, si c'est tel procès qui fait coup là, non, ça va. À l'hôpital, si c'est tel médecin qui va trouver, qui va te soigner là, non, là, tu es sauvé. Tu pars ici, si c'est telle personne qui a trouvé pour le servir, non, là, c'est bon. C'est ça, l'impact de la conscientisation pour le service rendu. Un homme inconscient est quelqu'un qui va se rendre dans son service. Il oublie qu'il est là pour rendre service aux autres. Vous partez pour payer par exemple une facture de Sonabel, vous partez trouver le monsieur ou la dame qui est assis avec sa machine. Vous êtes arrêté,
vous la saluez, elle ne vous la peine si elle vous a répondu. Vous ne savez même pas ce qu'il fait, il est tête baissée. Pas que vous ne voyez pas. Il s'en fout. Il va traîner. Peut-être que vous avez voulu prendre 5 minutes, payer et vaquer à votre préoccupation, ou bien on vous attend à leur côté, mais vous avez passé tout le reste de votre journée là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Vous partez au commissariat où l'agent est là, voilà le bic, voilà le papier, il va prendre, regarder, signer, il dit bon écoute, tu déposes, reviens après demain. Peut-être que tu as besoin de ton papier dans la soirée pour résoudre un problème. Vous partez à l'hôpital avec votre malade, il est urgent, vous trouvez les agents de santé à leur blouse blanche, ils sont assis en train de poser. Et ils tapent les mains là-bas. Voilà. Toi, tu es assis avec ton malade. Tu vas aller taper, on dit on arrive. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, tu ne sais pas. Ton malade souffre. Peut-être qu'il va mourir. Oh, il va arriver trop tard. Donc, la conscientisation permet à tout un chacun de s'engager dans son service. Le service dans lequel il est, même si, comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tout métier qui te nourrit doit être considéré comme un métier valable. Il y a aujourd'hui des gens qui ont honte quand on dit ils sont gardiens. Des gens qui ont honte quand on dit ils sont surveillants. Moi je connais, parce que je suis professeur, je parle de ce que je connais. Tu vois le monsieur, tu l'appelles surveillant, il s'énerve. Je ne suis pas surveillant. Oui, manque de conscience. En quoi le mot surveillant là est mauvais? C'est quel travail tu fais? Même si on dit qu'il faut appeler maintenant assistant, soyez furieux, c'est pas nous qui avons créé le français, on n'a pas la vocation ni l'application de connaître tous les mots du vocabulaire. Assistant surveillant, est-ce que le travail que tu fais a changé? Est-ce qu'on a redéfini tes objectifs? C'est les mêmes objectifs, non? Veiller à la discipline des élèves, vrai ou faux? Alors c'est le rôle du surveillant, donc c'est surveillant. Donc quel qu'en soit le travail que tu fais, tu dois être fier de faire ton travail. Tu dois faire le travail de telle sorte que on n'ait pas quelque chose à te reprocher. L'amour pour le travail bien fait. C'est en cela que individuellement, chacun avec l'amour pour le travail bien fait, on va arriver à un travail collectif. Pourquoi au temps de la Révolution, les gens ont aujourd'hui cette envie de repartir, revivre cette époque? Parce que chacun, là où il est, il travaille. La prise de conscience au niveau du service amène des opérateurs économiques à réaliser de bonnes infrastructures. Un maçon, on lui donne de l'argent, que ce soit 10 millions, pour construire une école qui va durer pendant 100 ans, qu'il mette tout l'argent pour construire cette école. Que le professeur qui va en classe pour donner son cours, qui doit permettre à ces élèves-là, à ces étudiants, de réaliser aussi leur vie, qui donne le cours avec amour et affection. Que l'agent du policier qui a prêté serment de sécuriser alors qu'il se bat pour sécuriser. Que le chef de l'État qui a prêté serment pour protéger le peuple alors qu'il protège le peuple. Que le député qui a prêté serment pour défendre les intérêts du peuple alors qu'il défend les intérêts du peuple. Voilà l'impact de la conscientisation sur le développement de façon générale du Burkina Faso et parlant du Burkina Faso de l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui manque aux gens, c'est le patriotisme. Lorsque, aujourd'hui, quand on voit le constat, des Burkinabés prennent des armes pour tuer des Burkinabés, on se pose la question, où sommes-nous? Ce qui était impossible il y a des années devient une réalité dans notre pays. Vous pouvez me dire que tous ceux qui nous attaquent aujourd'hui là sont des terroristes qui viennent d'ailleurs? Non, ce sont des Burkinabés. Ce sont des gens qui ont une mauvaise conscience.
Ce sont des gens qui se sont alliés avec l'ennemi. Et lorsque des gens bien placés, des personnalités, dealent aujourd'hui dans le sang de la population, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi mener le combat pour une prise de conscience collective. Et quand on prend aujourd'hui le Burkina Faso ou l'Afrique de façon générale, continent le plus riche au monde, mais le plus pauvre. Pourquoi? C'est manque de conscience. Continent le plus riche au monde, mais aujourd'hui, nous battons le record de tous les maux de la médiocrité. Au plan social, secteur sous-développé. Au plan éducatif, pas d'infrastructure. Au plan sanitaire, des hôpitaux qui ressemblent à des cimetières. Dans tous les secteurs, ça ne va pas. Et lorsqu'on parle, on trouve un argument facile. On dit oui, ce sont les Blancs, c'est l'Europe, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme. Ou encore d'autres vont plus loin pour dire c'est la traite négrière. La traite négrière a débuté en 1510 et nous sommes en 2020. Ça fait combien d'ans? Et on va toujours s'asseoir pour accuser l'autre. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on serre le blanc. Pourquoi continent le plus riche au monde est le dernier? D'autres disent le Burkina Faso est un pays maudit. Le Burkina Faso est un pays pauvre. C'est un pays où il n'y a pas d'avenir. La seule possibilité là, c'est de quitter ce pays-là. Pour aller où? Vous pensez que les autres, c'est comme ça ils ont fait pour que leur pays soit un pays de rêve pour que toi tu ailles là-bas? Non. Lorsque des dirigeants politiques tiennent des discours pour dire que nous, nos enfants sont dans des écoles européennes, alors un peuple conscient devait amener ce dirigeant à quitter le pays, à rejoindre ses enfants. Il y a des discours en fonction donc de la mentalité du peuple, on ne doit pas les tenir. Toi, tu as été élu par le peuple pour résoudre les problèmes de ce peuple. Et tu viens dire, toi, tes enfants sont chez les autres. C'est comme quelqu'un comparait l'Afrique. Le mal de l'Afrique, c'est sa classe intellectuelle. Ces intellectuels formés dans des écoles européennes qui doivent être la locomotive du continent, c'est eux-mêmes les ennemis de l'Afrique. C'est la classe dirigeante. Le sous-développement de l'Afrique, le mal de l'Afrique aujourd'hui, ça ne vient pas de nulle part. C'est lié à nous-mêmes. Et il y avait un écrivain qui comparait l'Afrique à une vieille carcasse de véhicules égarés au bord d'une route. Que ce n'est pas le carburant qui manque, mais c'est le moteur qui est en panne. Oui, l'Afrique, une vieille carcasse de véhicules égarés au bord de la route. Ce n'est pas le carburant qui manque, mais c'est le moteur qui est en panne. Ce moteur-là, il fait allusion à qui? Aux Africains. Il fait allusion à la conscience des Africains, la mentalité des Africains. Nous avons une mauvaise mentalité. Lorsque un dirigeant ou un élu arrive au pouvoir en Afrique, tout ce qu'il sait faire, c'est d'aller en Europe. C'est d'aller en Europe. C'est de piller. Prenez même dans nos communes les plus reculées, avec le processus de décentralisation. Chacun se bat pour être maire. Une fois qu'on est maire, ce n'est pas développer la commune qui l'intéresse, c'est emmagasiner les parcelles. Quand vous voyez dans une commune un maire qui est pressé pour faire de lotissement, c'est pourquoi? C'est pour piller. Lorsque des individus détiennent des milliers d'hectares, de 1000 parcelles, tandis que le pauvre citoyen en a besoin qu'une seule pour vivre dignement, il n'en a pas. Et aujourd'hui, il y a un autre courant
qu'on appelle des promoteurs immobiliers, qui ont émergé sous nos cieux en un rien de temps, qui détiennent des milliers d'hectares de superficie du territoire de Burkina Faso. Pendant ce temps, on nous dit qu'il n'y a pas de lotissement. Il n'y a pas de lotissement et ces promoteurs immobiliers ont l'argent pour faire du lotissement. Et vous pensez que le mal là, c'est qui? C'est la population. C'est nous tous. Ce sont nos dirigeants. Ce sont nos intellectuels. Ce sont nos intellectuels. Et à ce niveau, Joseph Kizerbo disait que les intellectuels africains ont un lourd fardeau. Ils ont un lourd fardeau parce que c'est eux qui doivent être la locomotive pour la masse ignorante. Alors, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ce sont ces mêmes intellectuels-là qui se positionnent maintenant pour insulter la masse. C'est vous qui êtes allés à l'école, c'est vous la lumière. Vous êtes des éclaireurs. Vous devez amener ces gens-là à sortir de leur obscurantisme. Et c'est vous encore qui venez éteindre la petite flamme que ces gens-là se sont battus pour allumer pour sortir de l'obscurantisme. Prenez aujourd'hui ce que Donald Trump disait par rapport aux dirigeants africains. Dès qu'il est élu au pouvoir, les comptes bancaires en Europe. Ils partent en Europe au niveau des partenaires financiers, prendre des crédits pour venir développer pour un secteur d'activité. Dès qu'on lui donne l'argent, il détourne ce même argent, il peut placer dans le compte offshore, dans les banques suisses. Et les Suisses prennent ça maintenant, ils travaillent, ils développent. Le jour que ce gars décoine maintenant, on dit voilà, ah, c'est un dictateur, il avait volé son peuple, voilà, c'est bien mal acquis. Pendant qu'il venait déposer là, vous n'en voyez pas un problème. Ce matin, je me suis réveillé, j'écoutais RFI, où on parlait du fils de Denis Sassou Nguesso, qu'on a saisi 2 de ses immeubles en France, à plus de combien de milliards. Et on dit c'est bien mal acquis, ça appartient à la France. Pendant qu'il construisait, vous n'en voyez pas un problème. Il finit de construire, maintenant vous voyez que c'est une infrastructure moderne, vous en avez besoin, vous dites maintenant que c'est bien mal acquis, on doit saisir. Pourquoi les Africains ne peuvent pas changer? S'il avait construit ces infrastructures au Congo, est-ce qu'aujourd'hui, on allait dire c'est bien mal acquis? Des gens qui détiennent des milliards, qui partent construire chez les autres, ils laissent les pays. Et je lisais une fois où on dit un ministre burkinabé a construit un grand hôtel à Bamako. Parce qu'il a peur que s'il construit l'hôtel ici, on va casser. Je dis pourquoi? Pourquoi casser? Parce que, comme l'a dit Oufo-Boigny, si vous donnez des arachides à quelqu'un d'aller griller, ne lui demandez pas d'ouvrir sa bouche pour voir s'il n'a pas croqué quelques graines. Vrai ou faux? Aujourd'hui, là, nous savons tous que vous volez. Donc, vous n'avez pas besoin de cacher. Mais au moins que les infrastructures sont totales, par exemple, s'il était construit à Ouagadougou, c'est combien d'emplois ça pouvait créer? C'est vrai que tu as volé, mais au moins tu as volé pour créer de l'emploi. Ça allait nourrir combien de familles? Ça allait faire encore la promotion du tourisme. Mais en construisant dans l'autre pays, est-ce que tu as créé de l'emploi? Tu as tué doublement le pays. Tu as tué l'emploi et tu as tué l'économie. Donc il faudrait que nous, Africains, nous prenions conscience dès maintenant, quel qu'en soit là où nous sommes, quel qu'en soit le poste que nous occupons, que notre seul salut viendra de notre lutte pour l'affirmation de notre pays. Si on a quelque chose à faire, n'ayons pas honte. Ne cherchez pas à aller mourir à la mer. L'Eldorado là, c'est ici. Ce n'est pas là-bas. Et dans le livre du docteur, au chapitre 3, il est revenu là-dessus. Des gens qui partent en Europe, qui est arrivé là-bas, ils dépensent plus d'énergie pour travailler à développer ce continent. Pendant que ici, s'il employait la même énergie, il allait être un exemple cité dans la société. L'Eldorado, ce n'est pas nous qui avons construit les infrastructures, déposé là-bas et on va aller travailler. Ceux qui partent en Amérique, demandez-leur.
dans quelles conditions ils travaillent pour s'imposer. Ils se battent dur. D'autres dorment dehors, à la belle étoile. D'autres mangent dans des poubelles avec les chiens. Et pourtant ici, ils dormaient dans des belles maisons. Ils n'ont jamais dormi dehors. Ils n'ont jamais mangé dans la poubelle. Mais ils sont obligés et ils acceptent de faire ce sacrifice là-bas. Pendant qu'ici, ils ne sont pas capables de le faire. Si on avait accepté le même sacrifice ici, je pense que le Burkina Faso, on allait parler du Burkina Faso comme une puissance mondiale. Si Sankara, au temps de Sankara, en 4 ans on a parlé du Burkina Faso, c'est qu'en 27 ans on pouvait parler du Burkina Faso comme une puissance. Donc il faut une prise de conscience collective, individuelle de tout un chacun, quel qu'en soit le niveau où lui est, pour que ensemble nous puissions poser donc les bases du développement. Voilà ce que je pouvais dire de façon résumée. Sinon il y a beaucoup à dire, mais bon, comme il y a la question du temps, on va aller rapidement sur le dernier point, les perspectives, les attentes. Qu'est-ce que nous attendons de vous à travers donc cette conférence? Alors, le premier acte, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la conscience, c'est le moteur, c'est la locomotive, c'est la clé de tout changement. Et à l'université de Ouagadougou, le docteur est revenu là-dessus. Une révolution sans prise de conscience est un leurre. Pourquoi la révolution de Thomas Sankara a échoué? Pourquoi elle a échoué? Parce que le peuple n'avait pas pris conscience du combat mené par Thomas Sankara. Si le peuple avait pris conscience du bien fondé du combat de Thomas Sankara, je pense qu'on n'allait pas assassiner Sankara. On allait tenter d'assassiner Sankara, mais son entourage allait faire barrière. Mais si on a réussi à assassiner Sankara, ça veut dire qu'il y avait des gens mis d'une mauvaise conscience qui ont comploté avec l'ennemi pour assassiner le père de la révolution. Et on a des exemples. Vous prenez au Ghana, avec Raoulich, il a mené sa révolution pendant 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes proches du Ghana, nous sommes à 30 km du Ghana, mais quand nous partons au Ghana, c'est comme si on a envie d'être des Ghanéens. Pourquoi? Parce que le peuple ghanéen a pris conscience du bien fondé du combat mené par Raoulich et ils ont adhéré à ce combat. Voilà aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, quand on cite un pays en termes de stabilité politique et économique, on prend l'exemple sur le Ghana. Et aujourd'hui, on vient nous dire que la monnaie ghanéenne ne sédit pas aujourd'hui le dollar américain. Pourquoi? Le peuple a pris conscience. Et loin de nous, au Cuba, avec Fidel Castro, qui est arrivé au pouvoir en 1959, après avoir renversé Batista du pouvoir, les Américains ont tenté de le tuer par plusieurs méthodes, mais son peuple a pris conscience du bien fondé de son combat et c'est le peuple qui s'est mis comme barrière contre l'assassinat donc de Fidel Castro. Il a échappé à plus de 500 tentatives de coup d'État menées par la CIA américaine. Et nous, une seule tentative et le capitaine est mort. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris conscience du combat mené par Thomas Sankara. C'est après qu'il est mort, voilà, et tout le monde se disait, oh pourtant, et pourtant. Il était déjà trop tard. Et le docteur est revenu là-dessus à Koudougou, à l'université de Ouagadougou, où il y avait la population même, était contre même à un moment donné. Il disait à Sankara, écoute petit, c'est trop, on est fatigué. Est-ce qu'un homme peut être fatigué du travail? Dieu a dit à l'homme, tu te nourriras à la sueur de ton front. À partir de cet instant-là, seul le travail doit te libérer. Tu refuses de travailler parce que tu ne veux pas souffrir. Parce que le travail est dur. Dans tous les cas, tu vas souffrir. Travailler et souffrir pour vivre heureux demain,
c'est la meilleure solution. Mais refuser de travailler et demain, tu mèneras une souffrance éternelle. Mais si le peuple avait adhéré au combat de Thomas Sankara, à son idéologie, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que le Burkina était mieux que le Ghana. Vrai ou faux? C'est ça. La politique entreprise par Sankara, il n'allait pas avoir une province ou un village aujourd'hui qui n'était pas modernisé. Vrai ou faux? C'est ça. Parce que le développement qu'il avait entrepris, ce qu'on appelle le développement endogène. La meilleure forme du développement d'après Kizerbo, c'est celui fait par nous-mêmes. Au village, on a besoin des écoles. On a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais que faire? On n'a pas ciment parce qu'on ne fabrique pas le ciment. Mais on a le banco. On doit piétiner la terre, mélanger avec des feuilles, confectionner des briques, taper, construire notre école. On va enseigner. Dans ces écoles, naîtront des ministres. Dans ces écoles, sortiront des présidents. Vrai ou faux? Est-ce qu'on a besoin d'aller à une école construite en banque avec des ventilateurs pour devenir ministre? On n'a pas besoin de ça. C'est le développement possible. N'allons pas copier le système des Blancs. Ils ont passé des siècles pour en arriver là. Et nous, on veut aller, du coup, on veut sauter les étapes. Quand je compare souvent le Burkina Faso, je le compare à la Russie en 1917. 1917. On a encore 2 siècles d'écart. Alors, pourquoi? Très simple. En 1917, la Russie a mené une révolution. Révolution. D'abord, pourquoi la révolution? Parce que le peuple, la majorité du peuple, croupissait dans la misère. Une minorité a emmagasiné toutes les richesses. En commençant par le roi lui-même et son entourage. Ils détiennent des grandes richesses. Le peuple croupit dans la misère. Sans terre. La terre appartient aux riches. Les pauvres, on les oblige. On passe spolier les terres. Mais, quand vous comparez, c'est la même chose au Burkina Faso aujourd'hui, non? Bravo. Des opérateurs immobiliers qui partent spolier des villages, qui mettent même des villages en conflit, juste pour payer la terre. Et on fait une spéculation. Et il y aura des moments, je prends ici à l'eau, la vie de l'eau en est un exemple. Vous n'allez plus à l'eau dans 10 ans trouver de la terre pour cultiver. Tout a été acheté par des soi-disant riches. Et que feront les fils de l'eau dans 10 ans? Ils seront obligés d'être des ouvriers dans la terre de leurs parents. C'est ce qui est arrivé en Russie. Où les gens étaient obligés de devenir des ouvriers dans ta propre terre. Tu travailles pour quelqu'un qui te paye. Ils se sont organisés, ils ont lutté. Ils ont changé. Et quand ils ont mené la première révolution de février, le gouvernement qui a pris le pouvoir là ne répondait pas aux aspirations du peuple. Et le peuple est sorti encore une deuxième fois parce que le premier gouvernement était un gouvernement qui était encore plus proche que le régime qu'on a chassé. Qui avait refusé de distribuer, on dit bon, après. Et les gens ont regardé ce gouvernement, le peuple est encore sorti. Et c'est là que Lénine a pris le pouvoir, il a tracé les cieux de la Russie. Voilà aujourd'hui, la Russie est une puissance. Donc, le changement ne tombera pas du ciel. Dieu, le premier jour où nous sommes venus au monde, Dieu nous a confié notre destin. À partir du moment où on est sorti du ventre de maman, Dieu nous a confié notre destin. C'est à nous de nous battre. Donc, voilà pourquoi nous avons axé le premier point de notre combat sur la conscientisation. Et cette révolution de mentalité doit se faire à tous les niveaux. Et nous sommes sûrs que cela va porter fruit parce que déjà, il y a le document du docteur, le rêve burkinabé. Et aujourd'hui, on vient nous dire, pendant que nous étions tout de suite à la salle, il y a un journaliste, Lionel Bilgo, qui a fait sortir un autre livre. Et ce livre est intitulé Du rêve à l'action. C'est comme si c'était la suite logique du livre du docteur. Pourtant, les deux ne se connaissent pas. Du rêve à l'action.
Ça veut dire quoi? Partout au Burkina Faso, le combat est en train de se faire. Et nous devons réussir ce combat. Nous devons réussir ce combat pour que dans 60 ans, nous sommes indépendants, ça fait 60 ans, 1950-2020, c'est ça non? Ça fait 60 ans. 60 ans, nous ne sommes nulle part. On ne peut pas nous situer. Pourtant, des présidents ont fait en 4 ans. Aujourd'hui, il y a le système de rotation des indépendances. Quoi on fait? Et on dit que c'est la seule occasion pour que des localités puissent avoir des infrastructures modernes. Nous avons parlé de ça. C'est un manque de vision dans la gouvernance politique. Quand on a une bonne vision dans la gouvernance politique, on ne peut pas attendre lors d'une tournée d'une cinquantenaire pour qu'une région puisse avoir des infrastructures. C'est un manque de vision. Au temps de Sankara, est-ce qu'il y avait un village qui n'avait pas CEPS? Est-ce qu'il y avait un village qui n'avait pas bosquet? Est-ce qu'il y avait un village qui n'avait pas école? 8000 villages, 8000 forêts, 8000 bosquets. Dans chaque village. Des pompes, des puits modernes. Si on ne peut pas faire pompe, on crée des puits modernes. C'est ça un développement endogène et homogène. Aujourd'hui, on concentre toutes les infrastructures dans une seule localité, à Ouagadougou, à tel point qu'on a l'impression que le Burkina Faso se limite à Ouagadougou. Et lorsque vous sortez de Ouagadougou, à 20 km, vous n'avez même pas un réseau de communication. C'est quel développement? Et on parle de paix. Peut-il y avoir paix dans ce pays? Lorsque les autres regardent les autres manger, lorsque les autres regardent Ouagadougou comme Paris, et nous sommes dans notre village, même en poule, on ne connaît pas. C'est ce qui a entraîné aujourd'hui la radicalisation de certains individus qui prennent les armes contre la nation. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, nous n'appartenons plus à cette nation. Un développement, c'est une vision. Une gouvernance, c'est une vision. Il ne faut pas attendre quoi rotation de cinquantenaires pour qu'une région soit désenclavée. C'est aller gaspiller des richesses trouvées, donc le docteur l'a dit, c'est pour se passer de marcher de gré à gré entre amis et puis aller faire du Djandouba. Et rappelez-vous, l'ex-premier ministre Dikador Chao avait dit, quand il se tenait les infrastructures de Dédougou, et à son temps, en 2014, pendant que les activités marchaient, les journalistes leur ont posé la question, pourquoi ne pas asseoir le Burkina Faso comme une carte? On connaît le nom des villages. On a un budget pour les investissements. On a des conseils régionaux. Pourquoi ne pas envoyer le budget dans les conseils régionaux? Les conseils régionaux vont convoquer les conseils provinciaux. On répartit le budget par province. Les conseils provinciaux vont convoquer les conseils municipaux. On répartit le budget par commune. Si dans votre commune, la nécessité cette année, c'est l'eau potable, alors vous allez creuser un forage. Attendez l'année prochaine. Mais cette année, on a réglé le problème de la question d'eau. Ainsi de suite. Dans 60 ans là, il n'allait pas avoir un village où il n'y a pas la lumière. Il n'allait pas avoir un village où il n'y a pas l'eau potable. Il n'allait pas avoir un village où il n'y a pas d'école. La gouvernance, c'est le manque de vision. C'est la prise de conscience. Le deuxième acte de notre lutte, après la prise de conscience, doit venir le processus de l'engagement. Vous devez vous engager. Il ne suffit pas de prendre conscience et rester assis. C'est nul. C'est négatif. C'est comme si vous n'avez même pas encore pris conscience. La conscience incite l'engagement. Si vous prenez conscience, vous faites le diagnostic. Par exemple, comme à l'hôpital, on fait le diagnostic du malade. On arrive à déterminer son mal. Et on le laisse. On dit va. Est-ce que vous l'avez aidé? Vous avez aggravé encore sa situation. Peut-être même s'il n'était pas au courant de sa maladie là, il allait vivre heureux. Mais il vient vous faire le diagnostic, on trouve, on identifie la maladie, et bon, on le laisse. Non, il faut soigner le mal. Et soigner le mal, pour nous, c'est l'engagement. Chacun, quel qu'en soit là où il est, tu es élève, tu es étudiant, tu es travailleur, tu dois t'engager, corps et âme, dans ton service à être un modèle. Engage-toi à être un modèle. Dis-toi
que j'ai une mission sur cette terre et je dois accomplir cette mission. Je suis en première année cette année, l'année prochaine, je dois être en deuxième année. L'année qui suit, je dois être en troisième année. L'échec n'existe pas pour moi. Je suis en classe d'examen, cette année, c'est l'année de mon examen. L'échec, il n'existe pas. Je ne connais même pas le mot échec. Tu ne connais pas le mot échec. Tu ne dois pas prononcer ce mot dans ta bouche. Tu dois proclamer la victoire, la réussite sur l'échec. Mais la proclamation de cette réussite, de cette victoire, doit se traduire par des actes. Tu ne peux pas dire, moi je n'ai pas envie de redoubler, je dois passer en classe supérieure, alors le professeur fait ton cours et tu es absent au cours. Ou soit tu viens, peut-être que tu peux avoir des empêchements, tu viens, tu prends le cours, tu recopies, tu n'apprends pas. Ben tu vas redoubler. Tu n'as pas encore pris conscience. Donc, la prise de conscience doit pousser à l'engagement. Voilà le deuxième acte de notre combat. Ce qu'on appelle le deuxième volet de la vision du MCM. Conscience, engagement. Et cet engagement-là doit se traduire par le fait que vous devez tous les jours chercher à cultiver l'excellence. Vous devez chercher à cultiver l'excellence. Il faut arrêter de dormir. Si je menais une activité qui ne me rapporte rien, une activité où j'avais un comportement qui était ceci ou cela, je dois changer ce comportement. Cette activité que je mène doit être utile. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là. C'est un exemple de prise de conscience. Et après cela, cette étape de prise de conscience, vous devez vous engager. Aujourd'hui, on prend l'exemple des pays du G5 Sahel, où c'est vrai, nous tous on critique la France. C'est ça, dans le G5 Sahel. Mais de vous à moi, honnêtement, est-ce qu'on a l'expertise française? Est-ce qu'on a les moyens que la France a aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme? Mais pourquoi? On critique pour critiquer. Mais si depuis les années 1960, depuis nos indépendances, nos dirigeants s'étaient engagés à doter nos soldats de toutes les armes modernes, à doter nos soldats de l'expertise nécessaire, que ce soit en technologie, on n'allait pas tendre la main à la France aujourd'hui pour venir nous aider à lutter contre des bandits. Bravo. La formation continue. Souvent, je suis des débats des gens. Aujourd'hui là, la meilleure façon de s'affirmer, c'est la culture de l'excellence. Et j'ai l'habitude de le dire, à connaissance égale, débat égal. À connaissance égale, débat égal. Tant que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, vous ne pouvez pas mener débat avec quelqu'un d'autre. La jeunesse africaine aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous comparer à la jeunesse européenne? Vous prenez un enfant de 18 ans en Europe, à comparer à un enfant de 18 ans au Burkina Faso, est-ce qu'il peut mener le même débat? Non. Il ne peut pas mener le même débat. Donc, on doit aller à la culture, à la recherche de l'excellence. Quel qu'en soit là où vous êtes, vous devez vous former. J'ai appris, aujourd'hui il y a une conférence de MCN, je viens m'asseoir. À la sortie de cette conférence, j'ai retenu quelque chose. Le samedi prochain, on me dit il y a une conférence sur tel thème. Si je vois que le thème est pertinent, je prends au moins 1 heure dans mon temps pour venir suivre. Je vais toujours cultiver. Je vais toujours me cultiver. Je vais toujours aller à la recherche des informations. Et demain, vous verrez que vous aurez votre place dans la société. Mais si on dit à la conférence, toi tu bois thé, ben, c'est sûr que tu ne vas pas aller loin. En même débat aujourd'hui, par exemple, ce que nous on a fait, conscientisation. Voilà, vous allez aller dehors, quelqu'un vous demander, il ne peut pas mener le débat avec vous. Parce que ce que vous avez eu, lui il n'a pas eu ça.
Donc, la conscientisation doit pousser à l'impact. Et le troisième acte de l'impact, c'est ce que nous avons appelé l'impact. Vous devez impacter. Ça veut dire quoi? Vous devez influencer votre entourage. Si vous êtes conscient, vous êtes engagé, votre travail doit pousser, montrer, vous devez être un exemple dans votre entourage. Vous devez impacter positivement votre entourage. Donc, prise de conscience, engagement, impact. Lorsque vous êtes conscient, vous êtes engagé, vous allez vous mettre au travail. Et dès que vous allez vous mettre au travail, les autres vont dire, voilà, lui là, il était ceci, il était cela, c'est bien. Je vais suivre son exemple. Et ainsi de suite, vous allez impacter 1, 2, 3. Et dans ça, c'est tout votre secteur là que vous allez impacter positivement. Donc, engagement, prise de conscience, engagement et impact. Donc, pour clore là-dessus, Kizerbo disait que notre dette à nous, qui avons été envoyés pour nous équiper au contact de l'Occident, est très lourde à l'égard de nos compatriotes. Ils attendent de nous que nous les aidions à se situer dans un monde en pleine évolution et éventuellement à choisir un chemin. Voilà la mission que Kizerbo a dit à ses intellectuels. Donc aujourd'hui, nous également, nous allons incorporer en nous ce combat. Nous allons considérer que notre mission également consiste à aider les autres. Voilà pourquoi nous menons ce combat. Et nous avons un slogan MCN, changeons le monde. Changeons le monde, oui, c'est possible. C'est possible. Mais cela dépend de l'engagement individuel. L'engagement individuel poussera à un engagement collectif et l'engagement collectif produira des résultats collectifs. Je vous remercie.